Du côté de chez Swann, deuxième partie, un amour de Swann. Le salon Verdurin. Pour faire partie des habitués, il fallait apprécier le talent du jeune protégé de Madame Verdurin. Cette année-là, un jeune pianiste. Admirer les diagnostics du docteur Cottard et, surtout, être convaincu que l'ennui régnait dans toutes les soirées parisiennes concurrentes. Cette dernière clause évinçant à peu près toutes les femmes qui n'étaient représentées, en plus de Madame Verdurin, vertueuse, issue de la bourgeoisie très riche mais tout à fait obscure, que par la tante du pianiste, ancienne concierge, la jeune femme du docteur Cottard et une demi-mondaine, pas tout à fait, Odette de Crécy. Si le pianiste jouait la chevauchée de la Valkyrie ou le prélude de Tristan, Madame Verdurin protestait, non que cette musique lui déplût, mais au contraire parce qu'elle lui causait trop d'impression. « Alors vous tenez à ce que j'ai ma migraine ? Vous savez bien que c'est la même chose chaque fois qu'il joue ça. Je sais ce qui m'attend. Demain, quand je voudrais me lever, bonsoir, plus personne. » Les habitués avaient leur couvert mis. Les soirées ne suivaient aucun programme, tout le monde était libre, même le jeune pianiste qui n'était pas forcé de jouer et devait même s'abstenir pour épargner à Madame Verdurin une de ces terribles migraines déclenchées par une émotion trop forte due à certains morceaux qui la rendaient littéralement malade. Alors on causait, on plaisantait, c'était le plus souvent le peintre, en cours à cette époque, qui lâchait une faribole qui faisait s'esclaffer tout le monde. On était entre copains, et les ennuyeux n'étaient invités qu'aux grandes soirées, alors que le petit noyau aimait se retrouver juste en petit comité. Madame Verdurin veillait à garder son groupe intact, et faisait tout pour empêcher ses fidèles de se dérober à leur routine, même pour des causes aussi majeures que les urgences du docteur Cottard ou des Noëls en famille. On pouvait amener un ami ou un flirt qu'on prenait immédiatement à l'essai. Cette année-là, Odette de Crécy demanda et obtint la permission d'amener un homme charmant, très smart, qu'elle venait de rencontrer, M. Swann. Ce clan Verdurin n'avait rien à voir avec la société que Swann fréquentait d'habitude, mais son amour des femmes lui faisait chercher ailleurs que dans ses relations du faubourg Saint-Germain des conquêtes de plus humbles conditions auprès desquelles il aimait à briller. Ces femmes qui l'attiraient avaient souvent une beauté vulgaire, à l'opposé de la beauté qu'il admirait tant dans ses peintures préférées qui, si elles comblaient son sens esthétique, en revanche lui glaçaient les sens. Et il recherchait des aventures charnelles avec des filles du peuple qui avaient succédé à des conquêtes de la haute société et qui égayaient les récits qu'il en faisait à ses amis du grand monde, parmi lesquels il comptait le baron de Charlus. Il se servait de ces relations comme d'entremetteur, et, des années après ces événements, alors que je cherchais des informations sur le caractère de Swann auquel je trouvais tant d'aspects similaires aux miens, mon grand-père me raconta comment Swann avait cherché à se faire présenter telle jeune fille que ma famille recevait fréquemment. Les nombreuses maîtresses que Swann avait eues avaient toutes un visage ou un corps qu'il avait de prime abord trouvé charmant. En revanche, lorsqu'un soir il fut présenté par un ancien ami à Odette de Crécy, décrite comme une femme ravissante, il n'aima pas son physique. Ni son profil trop marqué, ni sa peau fragile, ses pommettes saillantes et ses traits tirés, ainsi que ses beaux yeux qu'il trouva trop grands et qui lui donnaient un air de mauvaise mine ou de mauvaise humeur. Odette voulut se faire inviter chez Swann, qui se laissa convaincre. Il avait atteint un âge où l'on a déjà connu plusieurs fois l'amour, dont on connaît le déroulement, la chanson que l'on peut entonner à tout passage où votre partenaire vous attend, sans avoir à commencer par le début. Les visites d'Odette se faisaient plus fréquentes et Swann regrettait toujours que sa beauté ne fût pas du type qui lui plaisait, mais il était attendri par l'affection, l'admiration qu'elle lui portait. Alléguant une étude sur Vermeer qu'il avait abandonnée puis reprise, il refusa un temps d'aller chez elle, mais accepta de se faire présenter à Madame Verdurin.
À leur première soirée se trouvaient, parmi d'autres invités, le docteur Cottard et sa femme, le jeune pianiste et sa tante, ainsi que le peintre favori du moment. Le docteur Cottard, qui arborait en toutes circonstances un sourire malicieux qui le protégeait de tout impair que sa naïveté risquait de lui faire commettre, ne manquait pas, en revanche, de s'instruire à chaque fois qu'une question lui paraissait clairement posable à propos d'un mot, d'une locution dont il désirait connaître l'origine précise, telle que la beauté du diable, le sang bleu, donner carte blanche, etc. Il prenait tout au pied de la lettre, ce qui avait fini par agacer Madame Verdurin, qui appréciait pourtant sa finesse. Le peintre se réjouit de la venue de Swann, nouvel invité, car il adorait encourager les liaisons. Swann fit ce soir-là excellente impression, et sa simplicité, acquise grâce à sa fréquentation du grand monde, fit la conquête du petit cercle. Il fut invité par le peintre, M. Biche, à visiter son atelier, et chacun voulut lui être présenté, y compris un vieil ami des Verdurin, Sagnette, un homme timide et généreux, archiviste issu d'une bonne famille très fortunée, mais aussi la tante du pianiste, vêtue d'une robe noire. Madame Verdurin présidait sur un siège suédois élevé, cadeau d'un fidèle, et elle s'amusait des fumisteries de ses invités tout en imitant un fou rire, poussant un petit cri et enfouissant son visage dans ses mains brusquement. Cette manœuvre lui évitait de presque se décrocher une nouvelle fois la mâchoire à chaque mot lancé par un invité à l'encontre des ennuyeux, dans le camp desquels on trouvait parfois d'anciens habitués destitués. Et, de son perchoir, elle sanglotait d'amabilité. Le jeune pianiste, prié de jouer la sonate en fa dièse que les Verdurin avaient depuis peu découverte, s'exécuta, malgré les protestations de la patronne, qui risquait d'attraper un rhume de cerveau à force de pleurer, en chantant ainsi la petite troupe par tant de sensibilité musicale, rassurée par le docteur Cottard, prêt à soigner une si sensible mélomane. Pour écouter la musique, Swann fut invité à s'asseoir à côté d'Odette. Il reconnut dans l'adaptation pour le piano une œuvre qu'il avait entendue l'année précédente et qui lui avait donné un plaisir ineffable, réjuvénant. Il avait tenté en vain de connaître le nom du compositeur, puis il l'avait oublié, jusqu'à ce soir chez les Verdurin, où il apprit que la phrase musicale qui l'avait si profondément touché appartenait à l'andante de la sonate pour piano et violon de Vinteuil. L'année précédente, dans une soirée, il avait entendu une œuvre musicale exécutée au piano et au violon. D'abord, il n'avait goûté que la qualité matérielle des sons sécrétés par les instruments. Et ça avait été un grand plaisir quand, au-dessous de la petite ligne du violon, mince, résistante, dense et directrice, il avait vu tout d'un coup chercher à s'élever en un clapotement liquide la masse de la partie de piano multiforme, indivise, plane et entrechoquée, comme la mauve agitation des flots que charme et bémolise le clair de lune. Mais à un moment donné, sans pouvoir nettement distinguer un contour, donner un nom à ce qui lui plaisait, charmé tout d'un coup, il avait cherché à recueillir la phrase où l'harmonie ne savait de lui-même, qui passait et qui lui avait ouvert plus largement l'âme, comme certaines odeurs de rose circulant dans l'air humide du soir ont la propriété de dilater nos narines. Les vifs remerciements que Swann exprima au pianiste étaient vraiment sincères. Ils plurent beaucoup à Madame Verdurin. Cependant, elle ne savait rien du compositeur et ce n'était pas le docteur Cottard, épaté par le goût et l'esprit de la patronne, mais qui ne partageait pas son amour pour les arts d'avant-garde comme la musique de Vinteuil ou la peinture de Biche, qui aurait pu résoudre le mystère de l'identité de Vinteuil. Swann pensa que le compositeur pouvait bien être un parent du vieux professeur de piano de Combray, qui portait le même nom et dont il se sentait prêt à supporter la compagnie pour avoir l'honneur d'être présenté à l'auteur de cette musique. Le peintre savait que Vinteuil était mourant et que le docteur Potin craignait de ne le pouvoir sauver. « Comment » s'écria Madame Verdurin.
Il y a encore des gens qui se font soigner par Potin. Ah, Madame Verdurin, dit Cottard sur un ton de marivaudage, vous oubliez que vous parlez d'un de mes confrères. Je devrais dire un de mes maîtres. Laissez-moi donc tranquille avec vos maîtres. Vous en savez 10 fois autant que lui, répondit Madame Verdurin au docteur Cottard, du ton d'une personne qui a le courage de ses opinions et tient bravement tête à ceux qui ne sont pas du même avis qu'elle. Vous ne tuez pas vos malades, vous au moins. Mais madame, il est de l'Académie, répliqua le docteur d'un ton ironique. Si un malade préfère mourir de la main d'un des princes de la science, c'est beaucoup plus chic de pouvoir dire « c'est Potin qui me soigne ». Ah, c'est plus chic, dit Madame Verdurin. Alors il y a du chic dans les maladies maintenant, je ne savais pas ça. Ce que vous m'amusez, s'écria-t-elle tout à coup en plongeant sa figure dans ses mains. Et moi, bonne bête qui discutais sérieusement sans m'apercevoir que vous me faisiez monter à l'arbre. Quant à Monsieur Verdurin, trouvant que c'était un peu fatigant de se mettre à rire pour si peu, il se contenta de tirer une bouffée de sa pipe en songeant avec tristesse qu'il ne pouvait plus rattraper sa femme sur le terrain de l'amabilité. Lorsqu'Odette prit congé, Madame Verdurin lui confia combien son amie Swann avait plu et l'engagea à l'amener autant qu'elle le souhaitait. Swann se mit à se joindre à toutes leurs sorties de restaurants en théâtre que la patronne aimait beaucoup. Et, grâce à ses relations dont il ne parlait jamais, il obtint certaines places lors d'un dîner à l'Élysée qu'il dépeignait à Cottard, impressionné comme un endroit ouvert à tout vent et tout public. Madame Verdurin n'apprécia guère cette révélation des contacts de Swann, jusque-là si bien gardée sous silence. Swann rejoignait le petit noyau le soir, mais toujours après dîner, se réservant d'autres plaisirs que celui d'être avec Odette dans les bras d'une très fraîche ouvrière. Le pianiste jouait la sonate de Vinteuil, dont une petite phrase musicale était devenue comme l'hymne national de l'amour qui le liait à Odette. Après quoi, Swann raccompagnait Odette sans jamais entrer chez elle, sauf 2 fois où dans l'après-midi il alla prendre le thé dans son intérieur chargé de potiches chinoises, de paravents, de jardinières, d'orchidées, surtout des cattléyas qu'elle affectionnait particulièrement. Lors de sa seconde visite, il nota combien Odette ressemblait à Zéphora, fille de Jéthro, dans une fresque de la chapelle Sixtine, et il justifia son goût pour Odette par sa ressemblance avec un être que Botticelli avait dû trouver adorable. Il fut ainsi conforté dans son amour pour un physique qu'il avait trouvé d'abord imparfait, mais qui soudain se trouvait en accord avec son sens artistique raffiné, puisqu'Odette lui rappelait tant le chef-d'œuvre florentin, dont il plaça une reproduction sur son bureau, comme il aurait pu le faire d'une photographie de celle qu'il aimait. Cependant, il craignait en se déclarant de lasser vite Odette, mais aussi de se lasser d'elle, et il attisait sa passion en envoyant des lettres pleines de colère simulée à Odette, qui lui faisait parvenir illico des réponses bouleversées, et les visites quotidiennes au salon Verdurin permettaient à Swann de feindre l'indifférence à l'égard d'Odette, certain qu'il était de la retrouver. Un jour où, sûr de la présence de celle qu'il aimait, il arriva très tard, étant resté plus que de coutume avec sa jeune ouvrière, Odette, ne le voyant pas arriver, était repartie. Swann sentit son cœur se fendre sous les yeux du clan Verdurin, dont tous les membres notèrent son trouble. Madame Verdurin, une fois Swann parti à la recherche d'Odette, avoua à ses amis qu'elle encourageait Odette, qui n'était pas un modèle de vertu ni d'intelligence, mais qu'elle aimait beaucoup, à devenir la maîtresse de cet homme qui l'intimidait, mais qu'elle admirait énormément. Monsieur Verdurin, quant à lui, trouvait Swann poseur et jobard. Swann se mit à chercher Odette avec fièvre, passant de cafés en restaurants qu'elle avait l'habitude de fréquenter. Il venait de découvrir en lui-même d'étranges sentiments, une douleur intense à l'idée de ne pas savoir Odette, lui qui, peu de temps avant, avait souhaité ne la revoir que le lendemain. Et cette femme qu'il n'osait serrer dans ses bras, tout à coup Swann brûla de la posséder. À la fin de cette folle poursuite, près d'abandonner sa recherche, Swann, enfin, retrouva Odette, monta dans sa voiture avec elle. Sur son corsage,
des Cattleya qu'il remit timidement en place, à l'amusement de la peu farouche Odette, prélude à la possession qui, par la suite, devint une sorte de rituel précédant toujours leurs ébats amoureux. Et, pour eux seuls, faire Cattleya signifia l'amour physique. Swann était changé. Il ne s'intéressait plus à d'autres femmes. Il rejoignait Odette chez elle tous les jours, et la certitude de la retrouver étouffait l'angoisse qu'il avait ressentie le premier soir où il avait cru l'avoir perdue. Il demandait à sa maîtresse de jouer leur air au piano, la petite phrase de Vinteuil qui lui élargissait le cœur, le libérant de toutes les considérations objectives qui lui auraient fait juger Odette pour ne laisser de place qu'à son amour pour elle. Il voyait Odette tous les soirs, mais ne savait rien de son emploi du temps en dehors de leur rendez-vous. Il avait bien le souvenir d'une Odette autrefois, qui était une femme entretenue, mais celle qu'il aimait était si sincère, si droite, qu'il souriait à l'idée d'une Odette si différente. Il voyait bien qu'Odette n'était pas intelligente et qu'il ne pouvait pas lui faire partager son goût pour l'art. Lors d'une des rares visites de sa maîtresse chez lui, il essaya de l'éveiller à la peinture de Vermeer, à la poésie qu'il aimait. En vain. Mais il ne voulait pas que l'art la déçoive, comme elle pourrait être également déçue par l'amour. Quant à Odette, ce n'était pas l'intellect de son amant qui l'impressionnait, mais sa simplicité, sa position dans le monde, auquel elle ne voulait pourtant pas être présentée, craignant les calomnies qu'une ex-amie avait colportées à son sujet. Elle aimait le chic, mais l'idée qu'elle s'en faisait était très éloignée de celle de Swann, dont elle n'avait ni la culture, ni le goût acquis au contact du monde. Swann n'avait aucune intention de la faire changer d'avis sur la nature de ce qui est chic et de ce qui ne l'est pas, sur la nature de ce qui est ancien et a du style. Il était très discret et désintéressé, très courtoise aussi. Odette admirait ceux qui professaient ces rares qualités, ignorant le fait que Swann les possédait au plus haut point, mais ne s'en vantait pas. La vulgarité d'Odette lui plaisait, et lorsqu'elle se manifestait, il se plaisait à croire qu'il lui touchait presque l'âme. Il adopta les goûts de sa maîtresse, qui lui rappelaient son amour. C'est ainsi qu'il aima la compagnie du clan Verdurin, où Odette se sentait si à l'aise, et il pensait que ça durerait toute sa vie. Il trouva même des qualités de magnanimité aux Verdurins. Cet amour n'était pas partagé, car les Verdurins découvrirent, petit à petit, que Swann, non content de continuer à fréquenter une société d'ennuyeux, ne les renierait jamais. Odette fit inviter un nouveau, le comte de Forcheville, beau-frère de Sagnette, l'humble archiviste. Il plut plus que Swann au Verdurin, car lui, il n'hésitait pas à joindre sa voix aux médisances lancées sur des gens qu'il fréquentait par ailleurs, bassesse à laquelle Swann n'avait jamais pu s'associer. De plus, il était très bon public et s'émerveillait des balourdises du peintre ou du docteur Cottard, alors que Swann, malgré l'amitié réelle qu'il leur portait, ne pouvait faire semblant de rire de leurs bons mots les plus indélicats. Le contraste entre Swann et le nouveau membre fut flagrant dès le premier dîner. À ce dîner assistait également Brichot, professeur à la Sorbonne, dont l'éloquence érudite parut à Swann des plus vulgaires. Au cours d'un feu d'artifice de plaisanterie et jeux de mots d'un goût des plus bas, le peintre renchérit et même la réservée Madame Cottard mit du sien à cette brillante conversation qui enthousiasma Forcheville. Celui-ci prétendit que Swann passait ses soirées chez les Laumes et les Latrémoille, et, malgré l'hameçon tendu, Swann ne put rire de ses relations d'ennuyeux, ce qui contraria Madame Verdurin. Il alla jusqu'à qualifier ses amis aristocrates de gens charmants. À ce dîner, Sagnette lui-même s'essaya à une petite calomnie de son cru, tandis que Swann s'enferrait dans la défense de la société qu'il fréquentait en dehors du clan, crime contre la foi, péché impardonnable dans le petit noyau. Et les Verdurins, mimant une folle gaieté, achevèrent le dîner en apothéose où Forcheville fut adopté et où il gagna haut la main sa place à des dîners futurs, où l'on serait sûr que Swann, dont la disgrâce venait d'être signée ce soir-là, ne serait pas convié.
Swann couvrait Odette de présents, et cette générosité renforçait son amour pour elle. Il continuait à aller dîner chez ses relations élégantes, mais seulement de temps en temps, en s'esquivant rapidement à la fin du repas, afin de rejoindre Odette, dont à présent la pensée ne le quittait plus jamais. Le printemps était chaud cette année-là, et le petit clan se retrouvait au bois ou à Saint-Cloud, auquel Swann aurait préféré sa propriété de Combray, mais il restait à Paris pour ne pas s'éloigner de sa maîtresse. Un soir, il annonça que le lendemain, il irait à un banquet d'anciens camarades d'école, et Odette, à son plus grand plaisir, déclara devant tout le monde qu'elle l'attendrait chez elle après son dîner. Il la rejoignit donc, l'esprit tranquille, espérant un Bon petit Cattleya. Quand il arriva chez elle, Odette se dit souffrante et il dut la quitter tôt sans. Cattleya. Une fois rentré chez lui, il fut pris d'un doute soudain. Odette ne l'aurait-elle pas éconduit pour recevoir quelque autre amant? Il revint se poster sous ses fenêtres, tard dans la nuit. Sa chambre à coucher était éclairée. Et s'il ne put voir qui se trouvait avec Odette, en revanche, il entendit des chuchotements. Curieusement, il fut soulagé de découvrir la triste vérité sur la fidélité de celle qu'il aimait. Lui qui, jusqu'alors, n'avait que mépris pour tout commérage concernant qui que ce soit, même une femme qu'il eût fréquentée, se retrouvait curieux de tous les faits et gestes d'Odette, de la même curiosité qu'il avait eue pour l'histoire, et son intelligence en fut charmée. Après 1000 hésitations, il frappa au volet. 2 vieillards se penchèrent à la fenêtre. Ils s'étaient trompés de maison. Après cette nuit, et malgré les douceurs d'Odette, la douleur physique qu'il avait ressentie lors de sa méprise s'installa. En particulier, un regard échangé entre Odette et Forcheville lui revenait. Un regard de basse complicité, après qu'un soir Forcheville se fût moqué de son pauvre cousin Sagnette au bord des larmes. Et Swann souffrait. Un autre jour, passant chez Odette, à l'improviste, et frappant chez elle, il crut entendre des pas, mais personne ne vint ouvrir. Il en fut tout bouleversé. Confrontée par lui, Odette mentit avec maladresse. Après une explication qui ne le convainquit pas, il s'apprêtait à poster quelques lettres qu'Odette lui avait confiées. L'une d'elles étant adressée à Forcheville, la jalousie le poussa à en lire le contenu. Le ton en était froid, mais une allusion faite à une visite de son oncle le tortura. Odette avait menti à Forcheville, lui faisant croire que la personne à qui elle n'avait pas ouvert dans l'après-midi, c'était son oncle, alors que c'était Swann. Mais alors, si ses rapports avec Forcheville étaient innocents, pourquoi ce mensonge? Maintenant, Swann avait des raisons de se soucier de ce que faisait Odette à 5 heures, puis petit à petit à 6 et à toute heure du jour. Sa souffrance, d'abord créée de l'extérieur, la méprise nocturne, se trouva alimentée par Odette elle-même et ses mensonges. Il l'emmena quelques jours dans le Midi. Ce fut horrible, car il avait l'impression que tous les hommes la désiraient. Il changea, défiguré par la jalousie. Un mois après l'incident de la lettre à Forcheville, chez les Verdurin, Swann remarqua que l'on parlait à son insu du dîner prévu pour le lendemain, sans qu'on l'invitât. Voulant une explication d'Odette, pendant qu'il la ramènerait chez elle, il fut pris de court par madame Verdurin, soudainement vexée d'être utilisée pour les rendez-vous amoureux d'Odette avec Swann, et outrée de sa possessivité. Et Odette partit avec les Verdurin. La patronne alla jusqu'à traiter Swann de sale bête, comme Françoise avait traité à Combray le poulet qu'elle essayait de tuer. Et tout à coup, Swann, qui avait trouvé charmant le salon Verdurin, n'en vit plus que le ridicule et le petit bourgeois, et il fut rempli de dégoût, maintenant qu'en son sein, Odette allait le remplacer par Forcheville. Il rentra chez lui à pied, couvrant le petit clan d'invectives. Il se calma enfin, trouva un moyen de se faire inviter une fois encore. Ce fut une catastrophe. Madame Verdurin qualifia Swann après son départ d'embêtant et stupide. Ce fut la fin de Swann au salon Verdurin. À présent, les dîners chez les Verdurin, autrefois prétextes aux rencontres avec Odette, s'étaient transformés en obstacles.
Swann faisait des raisonnements alambiqués pour dissuader sa maîtresse d'assister avec le clan à tel concert de qualité des plus médiocres. À la belle saison, alors que le groupe quittait parfois Paris pour quelques jours, il élaborait des plans pour avoir l'air de rencontrer Odette par hasard, puis pour l'ignorer. Il annulait tous ses projets, étudiait les cartes des lieux qu'elle visiterait, l'horaire des trains qu'elle devait prendre. Pendant tout ce temps-là, Odette n'avait pas une seule pensée pour lui. Cette indifférence exacerbait l'amour de Swann. De plus, Odette lui mentait impunément, parfois sans même incorporer à ses mensonges un grain de vérité, et Swann l'acceptait sans broncher. Puis il était assailli de soupçons lancinants. Parfois, il se trouvait aux mêmes soirées qu'Odette, mais il s'en allait rapidement, ne voulant pas avoir l'air de l'espionner. Et là, la joie que lui donnait occasionnellement sa maîtresse en lui demandant de la raccompagner chez elle n'était même pas gâchée par la présence de Forcheville, qu'Odette prenait à témoin de leur intimité. Dans ces moments de bonheur, il s'imaginait la vie normale qu'il aurait si Odette avait été sa femme, tout en se doutant que cette paix dans laquelle Odette ne serait plus inaccessible, cette paix tranquille, lui ferait perdre l'intérêt qu'il portait à sa fuyante amante. Il couvrait Odette de bijoux, mais quand sa jalousie le reprenait, il se mettait à la détester et cherchait un moyen de lui faire payer ses trahisons. Un jour, il lui fit porter une réponse négative à une demande d'argent qui lui aurait permis de louer un château près de Bayreuth afin d'assister au festival de Wagner, où il avait proposé dans une période de félicité entre eux de l'emmener. Mais sa demande, ô combien culottée, ne concernait qu'elle et le clan Verdurin. Après ce refus, petit à petit, la douce Odette réapparaissait dans l'esprit torturé de Swann. Il se rendait bien compte que c'était la jalousie qui l'avait fait agir si froidement, se ravisait, revenait sur son refus d'argent plein de remords d'avoir été si dur avec elle. Odette, habituée à ces brouilles suivies de réconciliations, dictées par la jalousie de son amant, ne craignait plus de lui déplaire. Elle se mit à se refuser quand ça lui chantait. Elle s'absentait parfois quelques semaines d'affilée. Swann se faisait à son absence. Il pensait être guéri, passant par des états d'âme les plus extrêmes, pour finalement se précipiter chez elle dès son retour, s'attendant chaque fois à trouver une Odette nouvelle qu'il se disait simplement curieux de découvrir. Quant à elle, qui n'assistait pas aux crises mentales par lesquelles passait Swann, mais sachant qu'inévitablement il rappliquerait dès que possible, elle ne voyait dans ces élucubrations que des prétextes pour la revoir. Tel un drogué, son esprit amoureux était agité de convulsions faites de grands desseins, de résolutions, d'explications, justifications de ses actes, de ses capitulations, de ses faiblesses pour l'infidèle. Seuls ses sorties et ses contacts avec la bourgeoisie, où il était le fils Swann, lui apportaient quelque plaisir, l'obligeant à puiser dans son esprit des ressources qui n'avaient pas été envahies par son obsession pour Odette. Et aussi quand il pensait au monde aristocratique, son amour-propre se réchauffait, lui qui était si réclamé, alors qu'Odette n'avait que si peu de plaisir à le voir. Il essaya de faire intercéder son ami Charlus, qu'il appelait Mémé, auprès d'Odette, pour qu'elle acceptât de le voir plus souvent, apprit son passé de femme galante par mon oncle Adolphe, avec lequel Odette le brouilla. Mais, malgré ces révélations, il continuait à voir en elle un ange de calme et de bonté. L'attitude d'Odette avait changé. Elle qui tremblait autrefois de ne point lui plaire avait acquis une assurance. Elle qui pensait lorsqu'il lui plaisait que la simplicité de Swann était distinguée, qu'il l'intriguait, elle voulait qu'il soit différent. Elle disait « Ah, comme j'aimerais transformer, faire entendre raison à cette tête-là !» Elle avait changé progressivement à son égard, mais Swann évitait de songer à l'Odette de leur début de peur de trop souffrir. Cependant, cette douleur qu'il évitait le saisit à l'occasion d'une soirée chez la marquise de Sainte-Verte, où il alla avec l'âme tranquille, sachant que son ami Charlus passerait la soirée chez Odette et qu'il lui avait promis de le faire prévenir immédiatement si Odette s'avisait de bien vouloir le recevoir. À cette soirée assistaient, entre autres aristocrates,
la princesse des Laumes, duchesse de Guermantes. Elle se fit accoster par sa cousine, madame de Gallardon, de qui l'obsession était son lien familial avec les Guermantes, et nota la présence de son ami Swann, dont sa cousine se choquait qu'un juif, même converti, comme ses parents et grands-parents, fût invité. Madame des Laumes, typique de sa coterie du Faubourg Saint-Germain, fit tout pour attirer l'attention de Swann, qui était de ses amis, au détriment même du Chopin qu'elle cessa d'écouter. Swann plaisanta d'un ton galant avec la princesse des Laumes, Oriane, qui appréciait la finesse de l'humour de son amie. Elle remarqua que Swann connaissait la jeune madame de Cambremer, née Legrandin, une voisine de Combray, comme les Guermantes. Swann avait des opinions à l'opposé de la princesse sur les choses importantes, mais pour les petits détails de la vie, ils pensaient à l'unisson, employaient un langage identique et leur conversation pétillait d'esprit. Ce soir-là, la princesse invita son ami à Guermantes, ce qu'il refusa, car pour lui c'était le pays du bonheur, et il n'avait pas le cœur à ça. Lorsqu'il fut temps pour Oriane de s'esquiver, elle insista pour que Swann la suivît en vain, malgré le plaisir que sa visite eût fait à Bazin, son mari, qui n'avait de nouvelles récentes de leur ami que par son frère Mémé de Charlus. Une fois seule avec son mari, la princesse lui confia que Swann avait l'air très malheureux, à cause d'une femme qui, non seulement avait mauvais genre, mais en plus avait la réputation d'être bête. Swann présenta la jeune madame de Cambremer au général de Froberville, à qui elle plaisait beaucoup. Et, coincé par ces présentations, Swann, au lieu de s'en aller comme prévu, dut assister à la suite du récital. Il resta donc, rongé par la douleur d'être parmi des gens qui ne savaient rien d'Odette, dans un lieu où elle ne mettrait jamais les pieds. Soudain, son cœur se déchira, et il sentit qu'Odette était présente. Le pianiste jouait la petite phrase de la sonate de Vinteuil. Ce fut comme si elle était entrée, et cette apparition lui fut une si déchirante souffrance qu'il dut porter la main à son cœur. C'est que le violon était monté à des notes hautes, où il restait comme pour une attente. Et avant que Swann eût eu le temps de comprendre et de se dire « C'est la petite phrase de la sonate de Vinteuil, n'écoutons pas », tous ses souvenirs du temps où Odette était éprise de lui, et qu'il avait réussi jusqu'à ce jour à maintenir invisible dans les profondeurs de son être, trompé par ce brusque rayon du temps d'amour qu'ils crurent revenu, s'étaient réveillés et, à tire-d'aile, étaient remontés lui chanter éperdument, sans pitié pour son infortune présente, les refrains oubliés du bonheur. Toute sa vie heureuse du temps où Odette l'aimait lui revint en une grande bouffée. Et il fut jaloux du Swann qu'Odette avait aimé. Il eut la certitude que jamais plus Odette ne l'aimerait comme autrefois. Après cette soirée, il reprit son étude sur Vermeer. Pour cela, il aurait dû partir en voyage, mais il ne se résignait pas à quitter Paris dans l'attente constante d'un rendez-vous avec Odette qui ne pouvait se passer des avantages que la fortune et la position sociale de son amant lui procuraient. Il se sentait ainsi moins malheureux d'être sûr d'avoir les moyens de continuer à voir Odette. Parfois, au contraire, il se sentait plus malheureux de n'être pas forcé par nécessité de ne plus la voir. Il espérait qu'elle fût tuée dans un accident, puis il se blâmait d'être si égoïste. Sa jalousie le torturait. Il interprétait tout ce que lui disait Odette, essayait de deviner si, par exemple, Forcheville était son amant. Un jour, une lettre anonyme lui révéla qu'elle avait eu de très nombreux amants, des amantes, qu'elle s'était même prostituée. Il débattait de l'identité de celui qui lui avait écrit. Charlus, des Laumes, d'Orsan, son valet, les Verdurin, Bergotte, le peintre. Malgré ce sinistre avertissement, il ne pouvait imaginer Odette à des orgies avec des femmes, en maison close. Pourtant,
Habilement, il lui posa des questions sur son passé, prêchant le faux pour savoir le vrai, et peu à peu, malgré la cruauté des révélations, il apprit que non seulement Odette avait eu des relations avec des femmes, mais peut-être même avec Madame Verdurin, qu'elle avait été l'amante de Forcheville, et comble de douleur pour Swann que tout cela s'était passé avant et après qu'elle l'eût rencontré. Alors qu'il craignait encore plus de révélations sur le passé d'Odette, c'est elle-même qui les lui fournit sans s'en rendre compte. Interrogée par son amant, convaincue qu'elle lui opposerait une vigoureuse dénégation, elle lui apprit que, encore récemment, elle avait été contactée par une entremetteuse et qu'elle avait eu du mal à les conduire. Cet aveu ne trahissait-il pas quel genre de femme Odette était réellement ? Odette laissa échapper un détail lui prouvant qu'elle connaissait Forcheville avant de rencontrer Swann et que la nuit où il l'avait cherchée partout, juste avant leur premier Cattleya, elle sortait de chez Forcheville. C'est ainsi que depuis le début de leur liaison, elle lui avait toujours menti. Et ce souvenir qui pour lui était celui d'un bonheur perdu devint le souvenir d'un malheur tout juste découvert. Il vit Odette sous un jour totalement différent, débusqua le mensonge sous ses serments les plus passionnés et si peu plausibles. Il alla jusqu'à visiter certaines maisons closes afin, en vain, de trouver des renseignements sur ses possibles dépravations. Le clan Verdurin partit en voyage pendant près d'une année, et l'absence d'Odette laissa un Swann de plus en plus paisible. Madame Cottard, rentrée à Paris plus tôt que les autres, avec son mari et le peintre M. Biche, en prenant un jour l'omnibus, se trouva, par hasard, à côté de Swann. La brave femme, perçant sous la petite bourgeoise au courant des dernières expositions de la capitale, le dernier portrait de Machard, « L'avez-vous vu ?» Elle parla, après une hésitation, des Verdurin et d'Odette, qui, selon elle, n'arrêtait pas de citer Swann durant leur grand voyage, louant son érudition à tout bout de champ, l'évoquant comme un véritable ami. Swann ressentit alors une grande tendresse pour elle, pour Madame Verdurin et même pour Odette, pour laquelle il ne souffrait enfin plus, ce qui signifiait qu'il ne l'aimait plus guère d'amour. Cette conversation inattendue avait rempli Swann de sentiments pour son amante plus humains, plus normaux, moins uniques. Sa jalousie s'en était allée, son amour ainsi que le désir d'être amoureux d'elle. Il ne reverrait plus l'Odette qui l'avait tant fait souffrir, sauf dans un rêve où il avait réparti sa jalousie entre deux personnages, comme le font parfois les romanciers. Guéri enfin d'Odette, sa muflerie occasionnelle lui revenant, il se dit « Dire que j'ai gâché des années de ma vie, que j'ai voulu mourir, que j'ai eu mon plus grand amour pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n'était pas mon genre. » Ah, on a fini.